Bonjour, bienvenue à cet échange sur ce qui se passe entre l'intention et l'impact. Je suis Pierre Fauvel de la société Concerto, je suis coach agile et directeur de projet et je suis surtout content d'être là avec vous. Quel est l'objet de cette conf? Passer de l'intention à l'impact. Nous allons évoquer des situations, ce sera des cas concrets, pas trop de théorie, où le passage de l'intention d'une action, pourquoi on fait quelque chose, à l'impact de cette action, ce qu'il en ressort, où le passage donc est complexe ou paradoxal. Première partie, mener une équipe autonome. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce titre? N'est-il pas un peu paradoxal? Question à l'assistance. Comment peut-on mener une équipe autonome? Si l'équipe est autonome, elle se mène toute seule. D'un autre côté, quand on assemble une équipe, elle n'est pas tout de suite autonome. Donc que fait-on pour la rendre autonome, etc. Première situation. Vos rétrospectives sont un peu molles. Il ne se passe pas grand-chose. Les rares idées qu'il y a sont pas vraiment suivies d'action. On ressasse toujours les mêmes choses. Ça bouge pas vraiment. Donc vous insistez à solliciter tout le monde, ils se font traîner la patte, les rétrospectives démarrent en retard, et vous changez de format, vous utilisez Retromat, vous faites des jeux sérieux, etc. pour les stimuler, mais il se passe pas grand-chose. En fait, j'aime beaucoup cette citation latine. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Donc l'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique. En fait, vous persévérez dans votre erreur par rapport à ces rétrospectives, vous faites toujours plus de la même chose, et cela ne donne pas des résultats différents. Il y a une citation d'Einstein qui dit « Il faut être fou pour croire avoir des résultats différents en faisant la même chose ». Tout ça, ça vient de l'approche de Palo Alto, où on diagnostique que parfois, le problème vient du fait qu'on continue d'appliquer une solution erronée au problème, et que c'est le fait d'appliquer la solution erronée qui fait perdurer le problème. Et donc, dans votre situation de rétrospective un peu molle, vous pouvez faire des rétros moins fréquentes. Vous pouvez remplacer les rétros par des réunions thématiques sur la quantité de bugs ou sur l'UX ou sur etc. Et vous pouvez remplacer les rétros par des échanges improvisés dès qu'un problème se pose. Donc au lieu d'attendre la fin de l'itération et d'avoir un rituel de rétrospective d'amélioration continue, dès qu'il y a un problème, on saute dessus et puis on trouve une action d'amélioration continue tout de suite. Et vous gérez la bonne fin de ces actions d'amélioration continue. Donc on est bien sur de nouvelles solutions, quelque chose de différent de ce que vous essayez de faire et que vous essayez de manière répétée de faire avec un résultat qui était pas satisfaisant. Autre cas de figure,
tiré d'une expérience vécue récemment. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que l'équipe autonome dont je suis Scrum Master va faire ce qui doit être fait? Donc j'arrive comme Scrum Master sur une équipe qui existait déjà et peu après mon arrivée, le directeur de BU me dit mais quand est-ce que vous allez mettre quelque chose en prod? Et je m'aperçois que on est incapable de répondre à cette question. Et je conclus qu'il faut mettre en place quelque chose d'un peu vieillot, mais qui a quand même son charme, à savoir un release burn-up, pour essayer de faire une projection et de dire, vu le périmètre actuel et nos pronostics et notre vélocité moyenne, etc., on pense pouvoir mettre en prod à telle date. Et je me dis inconsciemment, et c'était une erreur, que l'équipe allait pas le faire, de prendre ce problème à bras le corps, d'avoir un release burn-up. Donc je l'ai fait de le prendre à bras le corps, j'ai embêté tout le monde, j'ai organisé des ateliers de macro-chiffrage, j'ai fait des calculs, etc. avec l'APO. Et comme je l'ai fait, eh ben, ils l'ont pas fait de le prendre à bras le corps, ils ont fait ce que je leur ai demandé, mais c'était moi qui tirais le truc. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un release burn-up, et c'était pas du luxe. Parce qu'il a fallu challenger méchamment le périmètre pour arriver à tenir une date à peu près acceptable. La moins bonne nouvelle, c'est qu'ils n'étaient pas autonomes, pas dynamiques, pas engagés dans leur vie d'équipe sur quelque chose d'aussi crucial que justifier le budget de leur équipe. Je me suis dit qu'ils n'allaient pas le faire, je l'ai fait, du coup ils l'ont pas fait. Et donc, mon anticipation qu'ils n'allaient pas le faire, c'est comme par hasard réalisé. Et si j'avais eu une autre anticipation, le résultat aurait été différent. Donc c'est mon anticipation qui engendre le résultat. Autre cas de figure, il fallait passer en prod et pour ça il fallait rédiger un dossier de mise en production pour le transmettre à l'équipe de gestion des environnements de production. Le management de ce client qui était très moderne n'a pas arrêté de me dire mais fais-leur faire, il faut que ce soit eux qui le fassent, fais-leur faire, ne fais pas les choses toi-même. Donc je suis parti de l'idée qu'ils allaient faire le dossier de mise en production. Donc, comme ils allaient le faire, je leur en ai parlé, on s'est mis d'accord sur ce qui était à faire, etc. Enfin, sur le fait qu'il fallait le faire et qu'il allait falloir qu'ils aillent voir l'équipe de mise en production pour savoir précisément ce qui était à faire, etc. Du coup, je ne me suis pas chargé de ça. Et comme par hasard, ils l'ont fait. Donc mon anticipation très différente, guidée telle que je l'étais par la culture de ce client, était de dire ils vont le faire. Du coup, je ne n'ai pas fait, et du coup, ils ont fait. Je me suis dit, ils vont le faire, ils ont fait. Et la fois d'avant, je m'étais dit qu'ils allaient pas faire, ils l'ont pas fait. Donc, on pourrait croire que je suis extra lucide. Je vois l'avenir. Mais c'est pas ça, c'est pas que je vois l'avenir, c'est que je cause l'avenir. C'est que mon anticipation de ce qui va se passer conditionne mon comportement, l'impact que j'ai sur le reste du système, et donc conditionne le fonctionnement du système. C'est ce qu'on appelle une prédiction autoréalisatrice. Il n'y aurait pas eu de prédiction, elle ne se serait pas réalisée. J'aurais pas été là, ils auraient fait dans les deux cas. Donc, cette notion d'anticipation qui se réalise, c'est un peu pareil que cette notion de solution foireuse qu'on continue de pousser. Donc, dans les deux cas, on est sur le fait d'avoir un état d'esprit, une intention qui a des conséquences un peu foireuses par rapport à l'intention elle-même.
Donc, sur cette partie, nous avons parlé du fait qu'une même solution a donné les mêmes résultats avec la citation d'Einstein. Nous avons cette notion d'anticipation autoréalisatrice. Nous avons cette délégation explicite à l'équipe et le fait de sortir du chemin pour que l'équipe fasse les choses et que je l'embarque pas moi-même. Note, peut-être reprendre la partie verte. À voir. Autre partie, autre chapitre. Réaliser son plan de carrière. Et pour moi, c'est un peu plus compliqué que ça, au sens où... Qu'est-ce que vous en pensez, réaliser son plan de carrière? Demandez au public. À ma connaissance, on ne peut pas avoir un plan de carrière sur 25 ans. J'ai 25 ans de carrière, je suis bien loin de ce que j'aurais cru que je serais au début. Je préfère la notion d'opportunité de carrière. Alors, cas de figure. J'en ai reparlé avec des collègues il y a 2 semaines. Ce sont des collègues qui veulent être Scrum Master. Chez Concerto, on a une espèce de formation pour les futurs Scrum Masters, pour les amener à appréhender le rôle et leur ouvrir leur chakra, ou les aider à ouvrir leur chakra. Et on parlait de ça. Ils veulent être Scrum Master, mais je peux démontrer, comme vous allez le voir très simplement, qu'ils ne le seront jamais. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir un client et que vous lui dites, prenez-moi comme Scrum Master, le client vous demande, bon, mais quelles sont vos expériences de Scrum Master? Vous dites, puisque c'est la première fois, vous dites, j'en ai pas, et le client vous dit, repassez quand vous en aurez une. Impossible d'être Scrum Master pour la première fois. Il faut toujours avoir déjà une expérience. Il faut toujours l'avoir été. Donc par récurrence, on ne peut jamais être Scrum Master. C'est impossible. Autre problématique pour le coach agile cette fois-ci, comment connaître le marché? Est-ce que le coaching agile est un tremplin ou une impasse? Moi j'ai une théorie macroéconomique selon laquelle le coaching agile est voué à disparaître pour la raison suivante. Toutes les entreprises sont persuadées qu'elles ont fait leur transformation agile, en tout cas elles ont mis suffisamment d'argent pour croire qu'elles ont fait leur transformation agile. Donc la demande diminue. Toutes les ESN ont un ou plusieurs coachs agiles. Il y a plein de gens qui se disent ah, ça serait cool d'être coach agile. Donc l'offre augmente, demande qui diminue, offre qui augmente. Les prix vont baisser, ça va pas le faire. Ça c'était ce que j'avais en tête il y a un an ou deux. Cette année finalement en interne chez nous, chez Concerto, le coaching agile se porte plutôt bien. Donc peut-être que mon modèle macroéconomique est un peu un raccourci. Comment savoir? En fait, ces situations de trouver un job, de connaître le marché sont complexes. Ce qui m'amène à Kinefin. Donc Kinefin, c'est un modèle du fonctionnement qu'il faut avoir en fonction de sa situation. Enfin, c'est comme ça que je le prends. Si j'ai une situation qui est simple, j'observe ma situation, je détermine dans quel cas de figure je suis et j'applique la réponse déduite de ce cas de figure. Si ma situation est compliquée, j'observe ma situation,
j'analyse, je construis mon plan d'action, ma stratégie, qui peut être pleine de détails, un gros Gantt, et j'effectue ma réponse. Si ma situation est complexe, et c'est là où je veux en venir, je teste, je regarde ce que ça donne, et je m'adapte en fonction. Et je reteste, et je re-regarde, et je m'adapte. Et c'est là comme ça qu'on introduit la notion d'itération pour répondre à une situation complexe. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour une situation aussi compliquée que gérer sa carrière, il faut renoncer à un Gantt. C'est pas compliqué, c'est complexe pour moi. Donc pour moi, il faut renoncer à un Gantt qui serait une démarche adaptée à quelque chose de compliqué, une planification anticipée, le plan de carrière qu'on nous demandait quand on a eu nos diplômes d'ingénieur, et passer à quelque chose d'itératif au gré des opportunités. On teste un truc, on regarde ce que ça donne, on adapte la réponse qu'on fait, on teste autre chose, etc. D'où le passage du plan de carrière à l'itération. Note, le slide supprimé est pas forcément à supprimer. Et donc je vous propose une autre façon de procéder que je retiens de Stephen Covey, qui a écrit un bouquin génial qui s'appelait Les 7 habitudes de ceux qui réussissent ou ceux qui entreprennent. Commençons par la fin. Où est-ce que je veux aller? Je veux faire du coaching de manager. En déduire ce qu'il faut apprendre pour y aller. Il faut apprendre le coaching, il faut fréquenter des managers, et il faut apprendre le commerce pour vendre des missions. Envisager les situations qui permettront cet apprentissage. Lire des bouquins de coaching, se faire former au coaching, voire certifier, et surtout le pratiquer, par exemple, en mettant en place un dispositif d'accompagnement des collaborateurs en interne de Concerto, ce que j'ai fait il y a 3 ans. Fréquenter des managers. J'ai essayé de favoriser ça, notamment en me positionnant sur les avant-ventes, ce qui me permet de fréquenter des niveaux de seniorité assez élevés. Et d'ailleurs, ce qui m'a permis de progresser dans le commerce, à tel point que j'étais rattaché à la direction commerciale. Je ne suis pas rentré en disant je veux être rattaché à la direction commerciale. Je suis rentré en ouvrant la porte sur le fait de faire des avant-ventes parce que j'ai fait quelques avant-ventes. Je ne suis pas rentré en disant je vais mettre en place un dispositif d'accompagnement de nos collaborateurs. Je suis rentré et puis une fois sur place, j'ai vu que ça correspondait bien à notre état d'esprit et culturel, etc., qu'il y avait une opportunité de le faire, que j'ai créé, et ça s'est développé. Donc ce que ça veut dire, c'est que 3 ans plus tard, j'ai progressé sur le coaching. Oui, et je me suis formé au coaching aussi. J'ai progressé sur le coaching, j'ai progressé sur le relationnel avec des managers, et j'ai progressé sur le commerce. Vous m'auriez demandé ce que j'allais faire chez Concerto quand je suis rentré, j'aurais été incapable de définir un plan à 3 ans. Déjà, actuellement, mon plan il est plutôt à 1 an. Mais par contre, j'ai l'étoile polaire de la fin, et juste la fin.
Donc, évitons la micro-planification anticipée et soyons ouverts aux opportunités. Slide que j'ai passé trop vite. Revenons à notre problème de Scrum Master, qui voudrait être Scrum Master mais qui ne peut pas l'être. Bon, il y a des choses à faire. Déjà, trouver des opportunités d'apprendre le truc, voir une formation fournie par la communauté agile de l'entreprise, mais aussi se proposer auprès du Scrum Master pour l'aider à préparer la revue, ou bien se proposer pour animer certains ateliers, etc. Donc essayer d'avoir des opportunités de faire les choses, pour pouvoir dire plus tard, j'ai fait les choses, je les ai déjà faites. Et après, en termes de stratégie, il y a deux approches. La première approche consiste à multiplier comme développeur les expériences agiles dans des équipes différentes, donc pour monter en compétences sur l'agilité, en niveau de discours, en prise de recul, etc. Ce qui transparaîtra lors des entretiens et permettra de passer le fameux cap du je l'ai jamais été. Ou bien, et c'est la stratégie que j'avais suivie pour devenir chef de projet à l'époque, ne rien faire. Restez là. Vous êtes là, au sein de l'équipe. Vous êtes juste des développeurs ou lead dev. Et puis au bout d'un an, on passe au lot 2. Le lot 2 est plus petit, donc on va libérer la moitié de l'équipe. Et vous restez. Et comme par hasard, vous vous retrouvez à être le plus senior de l'équipe qui reste. Et du coup, naturellement, vous devenez chef de projet. Ce qui crée le miracle de l'avoir été, au moins pour une fois. Donc en gros, le message, c'est parfois c'est plus simple de changer de casquette en restant au sein du même client qui vous connaît déjà, plutôt que de faire un changement de casquette sur un changement de client qui ne vous connaît pas. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire là sur cette gestion de carrière? Éviter la micro-planification anticipée. Moi, je suis incapable de toute façon. Et être ouvert et sensible aux opportunités en ayant une idée claire de la fin et de ce qu'il vous faut pour aboutir à la fin, de ce qu'il vous faut apprendre. Et de là, naturellement, vous serez sensible aux opportunités, même inconsciemment, vous irez vers les opportunités. Alors, on va parler ensuite, et jusqu'à la fin de cette conf, de coaching en tête-à-tête. Premier exemple, mettre en mouvement. Le problème qu'on a, c'est que on ne peut pas juste dire à la personne qu'on coach, tu as bougé, oui? C'est un peu court pour mettre en mouvement. Donc, une stratégie plutôt porteuse et plutôt à la mode, c'est d'utiliser le positif. En gros, le positif facilite la mise en mouvement, le négatif favorise plutôt le statu quo, l'inertie. Il y a beaucoup de thérapies, de styles de thérapie ou de coaching qui s'appuient sur cette notion de positif. Solution focus, les thérapies brèves, les TCC, appuyant sur ce qui marche et ne nous focalisant surtout pas sur ce qui est négatif. Au contrario de la root cause analysis qui creuse les causes racines et le pourquoi. La question n'est pas pour les thérapies dont je vous parlais. Le sujet n'est pas pourquoi ça ne marche pas, mais comment faire en sorte que ça marche. On va voir deux exemples. Premier exemple,
Là, j'ai pris un exemple à la Nancy Klein, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Time to Think, mais vous retrouvez pareil chez Cardon, ou c'est un grand classique du coaching. Imagine, on est dans 6 mois. Bon, je vais vous faire l'introduction quand même. Donc, imaginons que vous soyez un product owner, mais que en début de job de product owner, vous savez vraiment pas vous y prendre, ça marche pas, c'est un peu la cata. Imagine, on est dans 6 mois. Tu croises Étienne, le directeur, et il te félicite pour ta performance comme product owner. À partir de là, on passe une partie de l'échange à discuter pour voir à quoi on voit que c'est une réussite et qu'est-ce qui va faire qu'Étienne félicite. Et une fois qu'on est bien ancré dans ce positif, à savoir ça a marché, on est dans 6 mois, ça a marché, j'ai félicitations du jury et tout, on se demande, et comme par hasard ça marche mieux, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là et comment tu t'y es pris. Le positif tire vers l'avant, dénoue l'angoisse, l'anxiété actuelle et permet de se libérer de ça et de trouver des démarches. Imaginez que je vous dise, bon, ça ne marche pas bien. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas bien avec le club utilisateur? Et pourquoi tu n'arrives pas à utiliser le backlog? Et votre PO, il va se tirer une balle et vous n'aurez pas gagné. Donc ça, c'est la fameuse projection positive, ultra classique dans le coaching. Une autre inspirée très simplement des pratiques narratives. Pour quelqu'un qui aurait un problème de leadership, il faudrait lui dire, tu parles de ton problème de manque de leadership. Est-ce que tu peux te souvenir d'un moment où tu en as fait preuve justement de leadership, une exception à ce problème de leadership? Oui, je peux me souvenir d'un moment. Et c'était comment? Et qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai été sûr de moi parce que j'avais préparé, et puis, etc., etc. Et donc, on est à nouveau sur du positif. On a trouvé une exception positive à une situation négative. J'aime beaucoup cette idée d'exception. Bon, évidemment, les pratiques narratives, c'est une théorie beaucoup plus riche. Et je vous invite à vous renseigner. Les bouquins en la matière se lisent très bien. Petit bémol à cette partie sur le positif. Des questions que je rencontrais dans le cadre de la PNL. Et je prends comme exemple mon stress dans la préparation d'une conf. Je suis stressé en préparation, en répétition, pendant la conf, etc. Et les questions de la PNL qui ne sont pas dans une recherche immédiate du positif, c'est qu'est-ce qu'on gagne à stagner? Qu'est-ce que je gagne à rester stressé année après année? Ben, je gagne à être prêt pour faire une belle conf. Ça me stimule, ça m'oblige à bosser et à être concentré. Donc finalement, peut-être que ce stress a un rôle qui serait pas si mauvais que ça. Et qu'est-ce que je perdrais à changer? Donc à être moins stressé, ben, je risque de moins me préparer et d'être moins vigilant. Et donc on se retrouve donc avec une analyse des différentes composantes de la situation, notamment moi et mon stress. Et quelle est l'intention de mon stress pour moi? Ben, c'est de m'aider à faire une belle conf. Et c'est une intention positive de mon stress. Donc si je dois remplacer mon stress par autre chose, il faut que je trouve quelque chose qui fait que je prépare quand même bien ma conf pour me substituer au stress. Et donc on a quelque chose d'un peu plus subtil. Mais j'aime beaucoup cette idée de l'intention positive des différentes parties de soi. Quelle est l'intention positive de mon stress pour moi?
Mon stress existe pour mon bien. Qu'est-ce qui fait que pour mon bien, on rajoute du stress? Donc, nous avons parlé du positif qui met en mouvement et de l'intention positive de chaque partie de soi. Autre partie du coaching, bon, en tête à tête, il faudrait mettre un petit pluriel. Le conflit. Un grand classique que vous connaissez, Karpman, l'agresseur, la victime et le sauveteur. Il y a Tim qui vient me voir et qui me dit « Monsieur, il y a Bob qui m'embête ». Choix 1, je vais voir Bob et je lui dis « Arrête d'embêter Tim ». Et évidemment, Bob en veut à Tim d'avoir été recadré, d'avoir cafeté. Donc, pour les relations entre Bob et Tim, c'est pas génial. Choix 2, présenter la CNV à Tim. La communication non violente, je vais y venir. C'est pas mal, mais on favorise plutôt Tim finalement. Choix 3, un comportement typique du Scrum Master. Qu'est-ce que vous en pensez? Choix 3, et j'ai eu à le faire, je réunis Bob et Tim dans la même pièce. Bon, j'avais présenté un petit peu la CNV au début de la réunion. Et j'ai fait en sorte qu'ils crèvent l'abcès. La bonne nouvelle, c'est que les paroles s'étaient libérées, les larmes avaient coulé, et les engagements avaient été pris, etc. Donc on était sorti avec quelque chose de cet échange. La moins bonne nouvelle, c'est que c'est moi qui avais téléguidé le truc en bon Scrum Master un peu directif tel que je l'étais. Et donc l'équipe n'était pas complètement autonome. Et choix 4, typique du coach, qu'est-ce que vous en pensez? Faire émerger, alors peut-être faire émerger de Tim quelque chose et lui proposer, s'il demande, mais comment je peux faire la CNV, etc. Et l'idéal serait que Bob vienne vous voir en vous disant Tim vient de me parler, j'avais pas conscience de l'embêter, comment puis-je faire? Ça, ce serait génial. Donc en gros, coacher Bob et Tim séparément, chacun sur son comportement individuel, notamment sur ses interactions. La CNV, très brièvement. Après, la CNV, c'est compliqué, ça marche bien que dans certains environnements, que si... dans l'exemple que je vous prends, l'équipe où je l'avais appliqué, c'était quelque chose qui était dans la culture de la maison, il y avait un groupe de travail sur la CNV, enfin bon, bref. C'est pas non plus quelque chose qu'on peut introduire brutalement, sans ménagement. Et puis bon, c'est quelque chose qui est riche. Néanmoins, j'ai quand même envie de vous présenter les choses. Premier aspect de la CNV, on parle de soi. On exprime les faits, les émotions qu'on ressent, les besoins qu'on a, la demande qu'on a. Je suis Tim. Les faits, Bob, c'est que tu m'as encore insulté par Teams. Les émotions que j'ai, c'est une grande tristesse et une certaine colère et une inquiétude parce que je n'arrive pas, j'ai l'impression de ne pas arriver à être au niveau que je voudrais avoir, au niveau technique, puisque je n'arrive pas à trouver grâce à tes yeux.
Et ça me met dans le doute, et ça me stresse. Et mes besoins à moi, c'est d'avoir une évaluation correcte, juste, pas forcément une bonne évaluation, mais une évaluation juste, mais apaisée, rationnelle, et pas insultante. Et donc, je te demande de me parler sur un autre ton. Parce que j'ai envie d'apprendre de toi, et qu'en l'état, c'est pénible. Que peut dire Bob face à ça? C'est imparable, de parler de soi parce que personne peut dire à Tim ce qu'il ressent à la place de Tim et quels sont ses besoins. Bon, en théorie, c'est imparable. Bob peut s'énerver et dire, écoute, je n'ai pas le temps de jouer à ça. Si ma façon de te parler me plaît pas, trouve un autre mentor. Mais moi, je trouve que l'approche, le fait de parler de soi est quand même très positif. On le retrouve ailleurs que dans la CNV d'ailleurs. Et autre point, et ça rejoint un peu le début de cette conf, on arrête de croire qu'on lit l'esprit de l'autre. Et donc même Tim, il va arrêter de croire qu'il lit l'esprit de Bob. En fait, peut-être que Bob, il a un sens de l'humour un peu bizarre et qu'il aime bien brusquer et jouer à brusquer, mais que finalement c'est pas un mauvais bougre et qu'il trouve que Tim, il est pas si mauvais que ça, etc. Mais qu'il est trop fier pour le dire parce qu'entre hommes, on se dit pas ces choses-là, etc. On n'en sait rien. Donc Tim, il faut qu'il se dise qu'il n'en sait rien. Donc Tim parle de Tim. Tim ne parle pas de Bob, n'interprète pas ce que pense ou quels sont les moteurs de Bob. Par contre, Tim, il a des demandes pour Tim auprès de Bob. Et ça sépare un peu la complexité des choses. Et en fait, quand on coach un système, on ne peut pas changer l'intérieur des personnes, on peut juste adresser la surface des personnes, et la surface des personnes dans un système humain, c'est leurs interactions. Donc c'est un vecteur pour transformer une équipe important. C'est pour ça qu'introduire la CNV ou d'autres notions de ce genre, ou le MBTI ou des choses comme ça, même auprès de l'équipe, ça peut avoir des conséquences énormes. Sortir du chemin, ne pas faire le Scrum Master qui résout tous les problèmes, le héros, laisser l'équipe trouver le chemin, faire émerger les choses pour qu'elles tiennent durablement, et coacher les interactions. Je reviens un peu sur le coaching en tête-à-tête, sur le pur coaching. Note, peut-être qu'il faudrait prendre la partie 2 du coaching en tête-à-tête et la mettre en première position et ne plus l'appeler coaching en tête-à-tête. Donc, la question qui ferme quand on échange avec quelqu'un, c'est tu as parlé, oui, on peut pas poser cette question. On aimerait bien, mais on ne peut pas poser cette question. Comment fait-on jaillir la parole? Il y a plusieurs choses. Je vais vous donner plusieurs aspects. Se dire qu'on n'est pas l'enjeu. C'est la situation de mon interlocuteur, lui et l'écosystème qui l'entoure, qui est l'enjeu. Mon ego de coach, ma réputation, mon bien-être, mon niveau de stress, euh, tout ça ne sont pas l'objet de la discussion. On ne parle que de l'autre. On parle très très peu du coach. Après, il y a des situations où on peut dire des choses du genre, ce que tu me dis,
m'interpelle énormément. Je sens une une grande colère en toi, ou j'ai une sensation d'une grande tension, d'une grande colère, et on peut partager ces sensations, mais ces sensations ne servent qu'à être l'écho de l'enjeu de la personne en face. Le but d'une séance de coaching, c'est de faire communiquer la personne avec elle-même, de la faire cheminer en parlant, en répondant à nos questions. Et ce cheminement l'amènera à un dialogue avec elle-même et à faire sortir des choses et la libérer des blocages et à identifier des actions et à s'engager sur des actions, etc. Autre notion, la projection, c'est souvent tentant. On a l'impression que la personne qui nous parle a un état d'esprit particulier, parce qu'à sa place, on aurait cet état d'esprit particulier. Mais on n'est pas elle. Et donc la personne en face, elle est différente en fait. Elle fonctionne différemment, elle n'a pas les mêmes émotions, pas les mêmes enchaînements, pas la même histoire, pas les mêmes concepts. Et donc ce qui est assez troublant dans le coaching, c'est qu'il faut venir avec un esprit vide et ouvert pour laisser de la place dans notre esprit sur ce que va être vraiment la personne en face de nous, pour rester spontané, ouvert, pour pas avoir d'a priori ou d'anticipation. Ce qui nous permettra d'être le plus souple possible et de gérer au mieux la situation. Bon, il y a le silence, le fameux silence d'Alain Cardon. J'aime beaucoup cette citation. Que pensez-vous que je puisse faire pour mon problème que je viens de vous exposer? Ça, c'est une excellente question. Et c'est la personne qui a demandé que pensez-vous que je puisse faire qui va être obligée de prendre la suite du dialogue. On est là pour soutenir le dialogue. Le silence est là aspirer la personne en face dans la poursuite du dialogue. Des notions qui me viennent de clean language, symbolic modeling. J'aime beaucoup l'idée de reprendre les mots et les concepts et les formules de la personne. En clean language, c'est même presque hypnotique, on répète. Genre la personne dit je me sens seul et vous répétez je me sens seul, et à la limite vous dites je me sens seul et pas vous vous sentez seul. Pour pour garder la personne dans son trip, on reprend ses mots et ses concepts. En fait, on rajoute des pièces pour que la personne continue à dérouler son exploration. Et dans ses métaphores à elle, on rajoute pas de métaphores, on ne reformule pas. Peu. Ou à très bon escient. Euh, Peut-être le seul moment où ça a un sens de reformuler, c'est pour dire quelque chose que visiblement la personne en face ne voit pas. Une, une interprétation qu'on a, genre, mais est-ce que vous lui en avez parlé? Euh, Là, évidemment, on va pas forcément, on va sortir la personne de son cheminement.
Donc on est bien sur une discussion avec une volonté d'aider à avancer, mais pas de plan. Suivre le fil pour prolonger le voyage. J'ai l'impression qu'il me passe les masqués. C'est quoi ce délire? Après, il y a la notion de question qui pour moi est fondamentale. Pour moi, une question, c'est beaucoup plus puissant qu'un ordre. Quand on pose une question à quelqu'un, il essaie de répondre à la question, il essaie de comprendre, ça met des choses en route dans sa tête. Si vous dites ils sont tous contre moi et que vous répondez qui ils, ben, il va se demander s'ils sont vraiment tous contre lui, qui est vraiment contre lui ou pas, il va en parler. Si vous dites qu'entendez-vous par contre moi? À ce moment-là, il va se demander, mais est-ce qu'ils sont vraiment contre moi? Est-ce que c'est vraiment dirigé contre moi, etc., etc. Donc le simple fait de reboucler sur une sous-partie de quelque chose qu'il a dit, notamment une sous-partie vague, un peu suspecte, ils sont tous contre moi, c'est louche comme phrase. Ben, le fait de zoomer sur une partie et de l'explorer va aider la personne à passer au-delà. Donc, on a un focus sur la personne, on ne projette pas, on est dans le silence, c'est son voyage, on est ouvert aux opportunités et on a parlé des questions. Et revoir les slides de ce chapitre, il y a un truc bizarre. Conclusion, de l'intention à l'impact. Voilà tout ce que nous nous sommes dit. La solution qui donne les mêmes résultats. Les anticipations autoréalisatrices. Sortir du chemin pour laisser la place à l'équipe autonome, pour laisser la place à l'équipe qui essaie de résoudre ses conflits, etc. Éviter la micro-anticipation dans la gestion de carrière, la micro-planification dans la gestion de carrière. Être ouvert aux opportunités pour la gestion de carrière comme pour le coaching, parce qu'on n'a pas forcément un plan exact pour un coaching. Le positif qui met en mouvement, l'intention positive de chaque partie. On veut faire émerger. Comment fait-on pour faire émerger, pour aspirer quelque chose vers l'existence? On coach les interactions. Ce qui permet d'avoir une incidence sur les systèmes humains. On se concentre sur la personne qu'on accompagne. On ne projette pas soi-même, donc on se met hors du chemin, on ne se projette pas. Enfin, il y a vraiment une notion d'effacement de soi pour aller de l'intention à l'impact. Il y a la notion de silence, on ne parle même plus. Le voyage de la personne, on est ouvert aux opportunités, une nouvelle fois, et les questions. Et il me reste à vous demander ce que vous retiendrez de cette conf.